On revient en plateau pour évoquer le deuxième sujet en débat. Il s'agit du parti Les Démocrates et de cette décision DCC 23-214 de la Cour constitutionnelle qui a sommé... Pardon? Oui, je voudrais quand même dire... Oui. En 30 secondes, oui. Que c'est bien le mouvement que nous constatons vers le Nigeria et tout, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans ce que nous avons vécu en 2007. Vous vous rappelez qu'il y a eu cette rencontre en 2007 entre, on appelait ça Forum économique Bénino-Nigeria. Ok, et il y a eu donc un flux d'opérateurs économiques qui sont venus. Et après, vous voyez, la situation a commencé à se dégrader au point où on en est arrivé à la fermeture de la frontière. Et donc, il va falloir veiller à cela et aussi faire de sorte que, moi je pense que ce qui est plus important à faire, ce n'est pas nécessairement les gains qui vont être tirés dans les 2 et 3 ans qui viennent, mais c'est de poser les fondations nécessaires pour que dans 10 ans, 30 ans, le Bénin et le Nigeria coopèrent et que chacun gagne vraiment de cette... Très bien. Allez, on en vient donc à présent à cette décision DCC 23-214, bien sûr, qui a sommé ou qui demande au parti Les Démocrates Alphonse Moïse Soulé de serrer les rangs, finalement, on va dire. Mais écoutez, bon, moi, on dit que les décisions de la Cour sont sans recours, mais j'ai dit, nous sommes sur un terrain purement politique. J'ai dit, les députés de la mouvance ont fait preuve de boulimie. Ils sont fait preuve de boulimie. Parce que je sais qu'à l'Assemblée, on parle de majorité, on parle de minorité. Et quand on veut distribuer les postes, il faut tenir compte de toutes les forces en présence. On ne me dira pas que le BF fait partie de la minorité. Mais je dis BF plus UPR égale majorité présidentielle pour les 28 députés des démocrates. Bon, moi j'appelle ça une menace. Maintenant, on dit que si ils ne prennent pas, ok, basta. Mais je dis... On devait aller dans le sens le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, je crois, avait exhorté les députés de la mouvance à tendre la main, qu'on appelle aux députés de l'opposition, et à demander à ceux de l'opposition de ne pas jouer au jusqu'au boutisme. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il faut faire le partage équitable, parce qu'il va arriver un moment où les députés de la mouvance aujourd'hui qui prennent la grosse part auront besoin de cette minorité-là. Je vous ai dit, c'est une minorité de blocage. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse réellement attention parce qu'en politique, tu me donnes un coup, je prends le temps de préparer le coup, retour, je te le donne. Donc il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que les gens s'entendent. La politique, c'est pas tout pour moi, rien pour les autres. Parce que demain, si cette opposition-là devenait mouvance et que les autres deviennent opposition, qu'on leur prend tout, je leur connais, ils vont monter sur tous les plateaux de télévision pour dire non, c'est de la dictature, à l'Assemblée nationale, on ne respecte pas la démocratie. Je dis non, on n'a pas besoin de cette décision de la Cour-là pour amorcer quand même un peu la paix au niveau de l'Assemblée nationale, parce que les deux camps se regardent en chaîne de face. Et quand cette guerre continue, ce n'est pas les députés qui perdent, hein, c'est les lois en souffrance. Donc je voudrais qu'au niveau des états-majors de ces partis politiques-là, qu'on se retrouve, qu'on discute. C'est très important, le dialogue, c'est très important parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça prépare 2026, ça prépare les élections générales. Donc chacun veut tirer le drap de son côté et oublier. La tendance peut changer en 2026, donc il faudrait qu'on fasse attention. D'accord. Alors, Francis Elouge, quel commentaire avez-vous à faire de cette décision de la Cour? C'est cette même Cour qui, on s'en souvient, avait donné raison aux démocrates. Non, mais écoutez, mon frère Moïse vient de dire évidemment que, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire, survenue, je crois, le 13 avril 2023, le président de l'Assemblée nationale avait appelé à ce qu'il y ait une franche collaboration entre les parlementaires. Mais c'est ça, c'est le discours. Mais il y a des actes qu'il faut poser dans ce sens. Peut-être que des deux côtés, il n'y a pas eu l'acte qui a accompagné le discours. Le président de l'Assemblée, c'est de bonne foi. Mais il n'y a que les autres partis pour montrer qu'ils sont dans la même dynamique que le président de l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, la Cour constitutionnelle, comme j'ai pris l'habitude de le dire, dans l'architecture en fait, des institutions, c'est la soupape de sécurité. Et nous savons qu'entre autres, cette Cour a pour rôle de réguler l'action des pouvoirs publics, mais aussi de contrôler la constitutionnalité des actes. Et c'est à ce titre que quand il y a des recours, elle examine et se prononce. Je crois que la Cour a été saisie par plusieurs recours venant des démocrates. Et je crois que la Cour a rendu des décisions. Et au terme de ces décisions, je crois que le 4 mai dernier, il y a eu reprise des élections au niveau des commissions techniques de l'Assemblée nationale. Mais malgré cette décision et la reprise, c'est que les démocrates n'ont pas pourvu au poste. Et le poste de secrétaire est resté ainsi.
Et je crois que les autres ont saisi à nouveau parce que la Cour constitutionnelle est le dernier recours que nous avons. Nous savons que la Constitution nous fait obligation, je crois qu'en son article 34, de respecter l'ordre constitutionnel et les dispositions et les règlements. Bon, alors, si la Cour rend des décisions que une frange de la population refuse de respecter, il y a quand même un petit problème. C'est en cela que la Cour a rendu une dernière décision qui met maintenant, qui somme les démocrates à agir au plus tard le 20 juillet. Et je crois que passé le 20 juillet, je crois le 27, les autres partis, en fait, l'UPR et l'UPR, on doit se partager les programmes. Il faut évidemment que nous apprenions aussi à être légalistes et à respecter les institutions que nous nous sommes dotés pour pouvoir faire fonctionner notre vie démocratique. C'est une offre démocratique. Nous avions fait l'option de respecter la démocratie. Et c'est les institutions qui jouent leur rôle. La Cour constitutionnelle est habilitée évidemment à trancher lorsqu'il y a litige. Je crois que la Cour a tranché. Et j'appelle les démocrates, qui sont démocrates, à faire le jeu franc du respect de la légalité et qu'ils apprennent à respecter la Cour constitutionnelle. Docteur Paul-Marie Ouessou, on a vu à travers la une de Gaskiani Info, le député Kamel Ouassangari qui dit que les démocrates ne sont pas accrochés au poste. Est-ce que vous voyez venir, évidemment, un boycott de cette décision de la Cour, quitte à ce que les deux autres partis de la majorité présidentielle se tapent, évidemment, les postes vacants? Moi, je crois que les démocrates doivent très rapidement pouvoir au poste. Je dis très rapidement. Très rapidement, parce que, voyez-vous, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux ce dont nous parlons. Je ne suis pas du tout d'accord que l'on leur ait donné les postes qu'on a donnés là. Je ne suis pas du tout d'accord du processus, tout le processus. Je ne suis même pas d'accord avec la première décision de la Cour. Je ne suis pas d'accord avec. Mais, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Et il faut rapidement pouvoir à ces postes-là. Et d'abord parce que, les démocrates ont la responsabilité de se faire présent partout où le besoin doit se faire. Et si ce n'est qu'à cette étape, pour le moment, il faut le faire, quitte à faire mieux prochainement. Je ne suis pas d'accord avec le bras de fer et cette tendance de la majorité à dire oui, c'est une question de rapport de force. Les rapports de force nous ont amenés à 2 guerres mondiales au XXe siècle. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça, mais à un moment donné, il faut savoir raison garder pour pouvoir avoir raison, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il faut très rapidement pouvoir à ces positions et savoir que autant ils auront respecté les décisions maintenant, autant plus tard, des décisions qui seront prises et qui ne seront pas en harmonie avec le bon sens pour nous, nous pourrions nous aussi dire que tel a tort et tel a tort. Mais pour l'instant, à l'étape où nous en sommes, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir ces postes-là très rapidement. D'accord. Et sans discours même. C'est votre avis aussi, Alphonse? Oui, moi, j'ai toujours dit, la politique de la chaise vide n'arrange pas. Parce que quand vous n'êtes pas là où on décide à votre place, on décide mal à votre place. Mais je dis, ils doivent rejoindre les rangs, mais comme le dit le docteur, ce n'est pas de la part de la mouvance de vouloir agir ainsi. Parce que vous savez, la route tourne. Moi, la plupart de ceux qui sont dans la mouvance, on les a vus opérer. Au Bénin, on connaît leur discours. Quand ça tourne en leur défaveur, on connaît leur discours. Je dis aux autres, ok, vous avez saisi la Cour, vous avez fait toutes les tentatives, ça n'a pas marché. Maintenant, contentez-vous de ce qu'on vous a donné et prouvez aux gens de quoi vous êtes capable. Parce que le peuple béninois attend plus des démocrates. C'est-à-dire que ce qu'on leur demande, ils ne peuvent pas faire des miracles. Et c'est pour faire plaisir à ce peuple qui leur fait une grande confiance que, bon, non, c'est pas partout qu'on engage des bras de fer. Aujourd'hui, si vous êtes absent au niveau des commissions, c'est vous qui perdez. Nous, on n'est pas députés. Nous, on va seulement nous dire, bon, l'ensemble des députés présents et représentés ont voté, basta, et puis la loi passe. Donc, je voudrais
qu'ils choisissent en leur sein. Pas des gens qui vont boycotter la séance. Là aussi, il faut des hommes de qualité. Quand on vous réduit à votre proportion incongrue, il faut choisir les hommes de qualité pouvant faire le travail. Il ne faut pas donner ces postes-là à des personnes qui sont éternellement absentes. Donc, il faut, au niveau du Parti démocrate, qu'on change peut-être certainement de stratégie. Si cette stratégie-là de boycott n'a pas marché, il faut trouver une autre stratégie. Très bien. Et je dis aux mouvanciers et à l'opposition de toujours se référer au discours du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui le chef de caisse. Il doit pouvoir fédérer toutes les énergies. Si tant est que tous ces députés-là, 109 députés disent qu'ils travaillent pour le Bénin. Le Bénin n'a plus besoin de ces querelles de bas étage. Il faut aller de l'avant parce que nous devons nettoyer notre démocratie. Nous avons des tests à toiletter avant 2026 parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on nous lance dans la diversion. J'ai dit ici la dernière fois sur le plateau qu'il y a des tests qu'il faut relire, il y a des clauses qu'il faut corriger avant 2026. On ne va pas attendre 2025. Moi, je dis, le délai de 6 mois, vous ne pouvez plus toucher aux tests. Attention, il faudrait qu'on aille très vite. Parce qu'aujourd'hui, tous les actes posés, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont en train de vouloir conquérir le pouvoir, c'est dans le sillage de 2026. Donc, faisons attention. Très bien. Allez, messieurs, on en vient à présent au tout dernier sujet en débat. Il s'agit de Ahmed Bola Tinubu, on en parlait un peu plus tôt, qui a été désigné président de la conférence des chefs d'État, donc de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il a donné le ton déjà à l'entame. Il veut restaurer la démocratie dans cette sous-région ouest africaine. En soi, on ne peut pas débattre autour de cet idéal. Mais est-ce qu'il le peut vraiment? Écoutez, la grosse question qui se pose, c'est que est-ce que Tinubu va réussir là où ses prédécesseurs à la tête de la CEDEAO ont échoué? C'est la grosse question, parce que c'est bon d'avoir des intentions, mais c'est comment mettre en œuvre les mécanismes pour pouvoir atteindre les objectifs qui s'est fixés. Parce qu'en d'autres, au-delà de l'offre démocratique, en fait, parce qu'il dit qu'il faut faire en sorte que nous puissions promouvoir la démocratie en Afrique, mais il a affiché aussi son aversion pour les coups d'État, puisqu'il a dit évidemment que les coups d'État, en fait, il faut travailler à ce que nous avons même une armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'il est contre les coups d'État. Or, les coups d'État ne viennent qu'en désespoir de cause. Un coup d'État, ça vient pour saper le fondement normatif, la base juridique, mais c'est une violation en fait de la Constitution, parce que le coup d'État, c'est la confiscation de l'appareil politique en violation du texte constitutionnel. Et quand le coup d'État arrive, c'est que ça met en parenthèse le texte. Or, si on veut une démocratie normale et pacifier les institutions à ce que leur pérennité, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas coup d'État, ce qui est normal. En fait, les deux se tiennent. Mais l'environnement tel que c'est, parce que là, n'oubliez pas qu'à l'occasion, ils ont eu à passer en revue la situation du Mali, la situation du Burkina, la situation de la Guinée. Et la question de la transition est encore là. C'est comment faire en sorte que les militaires qui sont venus au pouvoir puissent respecter les délais qui leur sont impartis pour qu'ils passent la main aux civils, ce qui est normal. Bon, ne pas vouloir que l'Afrique soit secouée par les coups d'État, c'est normal, parce que là, ça nous fait renvoyer aux années 70. Ben, avoir des acteurs qui portent en fait l'idéal, c'est ça qui est. Parce qu'aujourd'hui, la question du troisième mandat, le coup d'État ne vient que lorsqu'il y a un petit problème. Il y a la qualité de la gouvernance et il y a le désir, la boulimie des chefs d'État qui veulent un troisième mandat. Si on peut régler la question de la qualité de la gouvernance, c'est que les acteurs politiques, acteurs sociaux vont trouver leur compte, le bien-être sera au rendez-vous. Et si les chefs d'État qui ont la possibilité, qui ont eu le mérite de venir exercer à la tête de l'État, apprennent à respecter les verrous, en fait, la limitation des mandats, et qui ne sautent pas les verrous pour tomber dans le compteur à zéro de 3e, 4e, 5e mandat pour laisser au pouvoir ad vitam aeternam, c'est que la question de la démocratie serait une réalité, la question de la lutte contre les coups d'État serait aussi une réalité. Donc, Tinubu n'a seulement qu'à agir sur deux curseurs. Le curseur, évidemment, de la qualité de la gouvernance dans l'espace, mais aussi travailler à ce que les chefs d'État, le profil en fait, on a mis la qualité de profil, parce qu'un chef d'État ne peut pas pouvoir est nihilo. Il y a toujours un réseau qui se dessine autour de lui, aussi bien en Afrique qu'au-delà de l'Afrique, pour le porter.
Donc, si on peut travailler pour qu'au niveau du réseautage, on fasse en sorte que le profil soit bon et que ce ne soit pas des gens boulimiques, on verra en sorte que l'Afrique aura une stabilité. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, on sait que Ahmed Bola Tinubu, c'est un réformateur, c'est indéniable. On l'a vu avec quand il était gouverneur de Lagos. On le voit d'ailleurs en tant que président du Nigeria, ses premières actions, ses premières mesures, ses premières réformes sont quand même assez osées. Il s'est attaqué à des fondamentaux qui étaient presque des acquis du côté du Nigeria, notamment la suppression du carburant, notamment le limogeage d'un certain nombre de cadres de l'administration qui étaient considérés comme intouchables. Quand on voit tout ceci, on se dit, waouh, c'est peut-être le profil idéal pour réformer une incurie. On a toujours traité la CEDEAO du syndicat des chefs d'État qui se soutiennent entre eux, mais là, on n'est plus dans le cocon du Nigeria. On sort maintenant d'un espace clos pour aller dans un espace beaucoup plus large. Est-ce que Tinubu aura de marge de manœuvre? Ben, c'est limité. C'est limité. Moi, je voudrais qu'on évite l'instrumentalisation de la démocratie, parce que la démocratie, c'est une bonne chose. Comme il le dit, la bonne gouvernance, enfin, ce que moi j'appelle plutôt la gouvernance esthétique, elle est très, très importante, parce que on ne va pas demander à ce que Ibeka reste au pouvoir alors que le peuple est dans la rue et que au finish on se rend compte que il y a eu d'énormes détournements, même pour les armements qui devraient servir à, comment on l'appelle, à l'armée. Il faut pas instrumentaliser la démocratie. Il faut que la culture démocratique, il faut plutôt travailler au développement de la culture démocratique. Mais je ne crois pas, je l'espère, que ce n'est pas pour aujourd'hui aller mettre une armée en place pour aller débarquer les militaires au Burkina et au Mali qu'il est en train de tenir ces discours, parce que s'il s'affronte au Mali aujourd'hui, il va trouver garçon en termes d'armement et de combat sur le terrain, et donc et aussi en termes de ce que le peuple malien est complètement en osmose et en symbiose avec sa classe dirigeante aujourd'hui. Et ce qui est important pour lui, s'il veut vraiment promouvoir la démocratie. Je sais que, vous savez, le Nigeria avait eu cette expérience, et que moi, vous vous rappelez, au Libéria et dans d'autres pays. Donc, on peut croire que, oui, comme il l'a dit lui-même, Nigeria is back, ok? Donc, le Nigeria est de retour, et que ça va servir à faire quelque chose, ça va nous aider, nous autres qui souffrons des problèmes de non-démocratie dans nos pays. Mais il est important qu'il s'appuie, peut-être qu'il va prendre conseil de son ami le président Patrice Talon, pour que désormais la gouvernance soit démocratie et bonne gouvernance. D'accord. Voilà. Alphonse Moïse Soulé, combattre, sinon lutter pour asseoir un espace sous-régional tranquille et apaisé passe aussi par mettre fin aux contorsions constitutionnelles. On a vu dans d'autres pays où les coups d'État constitutionnels sont presque acceptés et passent, alors qu'on dénonce les coups d'État des hommes en uniforme. Il y a une forme de deux poids, deux mesures. Vous allez constater avec moi que dans l'espace CEDEAO, les pays les plus nombreux, ce sont les pays francophones. Et ce bordel démocratique se fait toujours dans les pays francophones. Quand vous observez, c'est dans les pays francophones qu'il y a ce bordel démocratique où, quand on a fini de faire ces deux mandats, on n'a pas envie de partir parce qu'on a découvert la succulence du pouvoir. Donc il faudrait que déjà, on puisse d'abord... parce que les pays francophones se soutiennent. Il n'y a pas un qui dénonce l'autre. Hein. Quand il fait mal, vous avez vu Ouattara, personne, je n'ai pas vu au niveau de la CEDEAO quelqu'un taper du poing sur la table pour dire à Ouattara, attention, ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Mais dès qu'il y a un mouvement là-bas, on en dénonce. Quand Blaise Compaoré faisait son yo-yo avec l'argent du contribuable du Burkina Faso, personne n'a dit non. Mais pourquoi on attend qu'il y ait un coup d'État pour réagir? On devrait déjà se remonter les bretelles pour dire, attention, en 2024, on sait qu'il y a élection au Sénégal, mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Il faut déjà prévenir cela. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un coup d'État pour qu'on puisse monter au créneau pour dire non, les militaires dans les casernes, non. Il faut discuter avec le président. Il faut sensibiliser le président pour leur dire, quand vous venez au pouvoir, vous savez, avant de lever votre doigt pour être candidat, les tests de la République disent mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc vous avez 2 mandats à faire. Arrangez-vous pour que votre programme d'action puisse couvrir les 10 ans. Mais après, partez. Parce que on laisse faire. Quand on veut tripatouiller la Constitution, on laisse faire. Mais c'est quand il y a coup d'État qu'on en réagit. Quand il y a corruption à
à grande dose, quand il y a mauvaise gouvernance, quand on tue les peuples, la CEDEAO ne réagit pas. Mais quand des militaires quittent leur caserne pour dire « nous, on veut prendre la revanche du peuple », c'est là qu'on réagit. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord, en amont, dire au chef de l'État, à tous, quand il y a à leur première rencontre, désormais, ça sera un président qui ne va pas respecter la constitution de son pays, ne doit plus participer aux assises de la CEDEAO. Il faut le faire. Sinon, si c'est médecin après la mort chaque fois, on ne va pas évoluer. De quels instruments, mon cher Francis Attardé, de quels instruments dispose le président nigérien pour mener cette mission? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives? Je crois qu'évidemment, la première mesure coercitive dont il parle, c'est la mise en place de la force. Une force de la CEDEAO qui va lutter non seulement contre le terrorisme, mais qui va aussi lutter contre les violations des textes constitutionnels et les troubles qui vont créer l'instabilité dans les pays. Mais en fait, la première arme devait être l'arme communicationnelle, parce qu'il faut échanger avec les chefs d'État pour parler. C'est indispensable, parce qu'en fait, on a constaté que de plus en plus en Afrique francophone, nous avions des dirigeants, en fait, des décideurs qui sont des pyromanes, c'est-à-dire des pompiers pyromanes. C'est eux-mêmes qui font les beaux discours, mais c'est eux qui, en souterrain, activent, qui ramassent les matériaux inflammables. Et après, bon, ça explose. Il faut faire en sorte que, dans la communication, parce qu'il faut que la CEDEAO soit en mode prévention et non en mode action, parce que c'est ça, en fait. Il ne faut pas attendre que les événements surviennent. Il faut d'abord anticiper, parce qu'il y a quand même le flair. Ils sont tous d'un certain âge, ils ont de l'expérience, parce que la CEDEAO, c'est une grosse machine. Depuis 1975. Depuis 1975, il y a quand même des archives. Ils doivent interroger. Ils savent comment l'Afrique fonctionne. Donc, sur la base d'un certain nombre d'archives et des contacts qu'ils tiennent en chef d'État, il faut qu'il y ait un réseau de communication qui puisse aider à aller vers la piste de la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Aujourd'hui, les pays ne savent pas, les peuples, les populations ne savent pas ce que c'est la CEDEAO, ce qu'elle fait. Au contraire, nous avons des griefs contre la CEDEAO. Vu qu'il y a eu des coups d'État ailleurs, les membres de la CEDEAO sont allés en délégation et ont été lynchés par les populations. J'ai suivi en Guinée. Parce que parfois, c'est un peu comme si le coup d'État est validé par la population. Or, le coup d'État, c'est l'exception. Donc, on doit faire en sorte que la CEDEAO ait des canaux pour communiquer, pour sensibiliser et pour faire en sorte que les contacts en chef d'État soient des contacts qui sensibilisent sur la limitation des mandats. Parce qu'il y a quand même un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais apparemment, même la réforme qui a été proposée par le Bénin n'est pas encore validée. Donc il faut qu'on aille à une réforme profonde du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, si tant il est vrai qu'on est attaché à la limitation des mandats, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Parce que c'est à fois qu'on le dit si précisément pour qu'il n'en soit jamais ainsi. D'accord. Et dans ces conditions, c'est le bicéphalisme qui va porter préjudice évidemment à la démocratie en Afrique. Docteur Paul-Marie Ouissou, on a l'impression que quand on s'intéresse à la démocratie, on met beaucoup plus l'accent ou on est beaucoup plus focus sur la question de l'alternance au pouvoir. Est-ce que l'alternance au pouvoir ou la limitation des mandats est le facteur principal, primordial, sinon le principe sacro-saint de la démocratie? Oui. En fait, on avait promis un plateau pour ça. Ce sera pour la saison prochaine. Je rappelle. J'espère qu'on va programmer ça tout de suite. Ce sera pour la saison prochaine. Oui, ce sera intéressant de revenir sur ça. Mais ce qui est à savoir, c'est quoi? En fait, c'est que le pouvoir démocratique, c'est un pouvoir qui est conçu avec la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et puis législatifs, pour permettre que les citoyens aient la garantie de ce qu'on appelle la liberté. Parce que c'est fondamental en matière de démocratie. Et cette liberté, c'est quoi? Cette liberté, c'est de pouvoir adouber quelqu'un qui est au pouvoir et qui fait bien, mais en même temps, de pouvoir de pouvoir limiter ses pouvoirs, parce que chaque fois que quelqu'un fait bien et qu'on l'apprécie, il a tendance à déborder en termes de pouvoir. Alors, ce qui est fondamental, c'est que, en démocratie, c'est que les peuples aient le pouvoir de pouvoir dire à leurs dirigeants, vous faites bien. Si vous faites bien, et de leur dire aussi, non, nous voulons d'autres personnes pour
pour conduire les affaires de l'État si vous ne faites pas bien ou si tant est que votre mandat est terminé. Mais c'est cela qui est la chose fondamentale. Maintenant que ça passe par les élections, c'est normal, parce qu'il n'y a pas autre moyen que pour apprécier la façon dont il faut changer les dirigeants. Et donc, l'élection et les mandats, c'est fondamental parce que, comme je l'ai dit la dernière fois ici, c'est que nous, on est sortis de 18 ans d'un pouvoir qui s'est étiolé dans le temps en termes de puissance et en termes de capacité même, simplement. Donc, il est important que nous nous rappelions ce passé et que c'est ce passé qui nous guide pour le futur. Ce n'est pas qu'on n'a jamais expérimenté dans nos pays, dans toute l'Afrique, des pouvoirs qui sont restés là pendant des années et des années. Si je vous cite chaque pays, vous verrez qu'il y a eu quelqu'un qui a fait plus de 15 ans et qui est resté là, Mais on n'a pas eu ce que nous voulons. Et donc, moi, je crois que l'élément fondamental, c'est qu'il y ait des alternances qui permettent à des gens de qualité de venir pour corriger peut-être ce que d'autres médiocres ont fait. D'accord, très bien. Voilà. Allez, on va suivre les premiers pas de Ahmed Bola Tinubu à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour voir les actions qu'il pourra mettre en œuvre pour permettre à ce que cette instance sous-régionale puisse renaître de nouveau. Messieurs, merci beaucoup de participer au débat avec nous. Nous sommes au terme de cette saison 7 de 5 sur 7 matin. En tout cas, c'est le dernier lundi politique de cette saison 7 de 5 sur 7 matin. Alphonse Moïse Soulé, vous nous avez rejoint en cours de saison. J'espère que vous avez aimé la qualité des débats. Mais oui, je crois que c'est un plateau qui promeut la liberté d'expression. Chacun est libre d'exprimer son opinion sans pouvoir s'attaquer aux personnes. Donc je dis que je fais un bravo à l'ORTB parce que pendant longtemps on a estimé que l'ORTB était caporalisé. Mais avec ma participation sur ce plateau, j'ai vu que les choses évoluent, vivement que ça évolue davantage. Très bien, merci beaucoup. Francis Lojatade, vous avez été avec nous de bout en bout pour le compte de cette saison 7 de la matinale 5 sur 7 matin. On vous dit merci. Merci d'être toujours à l'heure. Vous venez ici, il faut le dire aux téléspectateurs qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité de voir les coulisses. Vous êtes toujours ici avant 6h30, malgré le fait que le débat matinal commence après le bulletin d'information. Vous êtes toujours très à l'heure et vous venez, vous nous apportez votre science, votre lecture des grands faits de l'actualité. J'espère que vous avez aussi aimé la qualité des débats et que vous faites évidemment le vœu d'être avec nous, ou vous prenez l'engagement d'être avec nous pour la saison 8. Je suis très engagé parce qu'en fait, l'ORTB, qui est un service, c'est un organe de service public. Autrefois, c'était un organe de service à la propagande. Mais aujourd'hui, vous savez que le débat est contradictoire. Et je n'ai pas manqué de dire ici, à l'occasion du débat du lundi dernier, qu'il y a de la vitalité. Et que je sais ce qui, en fait, me motive davantage à venir échanger, à partager mes réflexions sur ce plateau qui a changé de cap. Donc, on peut se réjouir des avancées que ce service, cet organe a connu. Donc, on est passé de organe de service public, certes, mais couplé avec la diversité des opinions qui donne un cachet particulier au travail que vous faites. Donc ce n'est plus un organe en fait, de service à la propagande, à la gloire d'un homme, d'un chef d'État. Merci beaucoup Francis Lojatade. Toute l'équipe de production et de réalisation de 5 sur 7 matin vous dit merci. Merci pour votre disponibilité sans cesse renouvelée. Docteur Paul-Marie Ouessou, vous nous avez rejoint aussi en cours de saison. On vous a invité spontanément, vous avez accepté et depuis lors, le rendez-vous est pris tous les lundis presque par ici. Mais je crois que c'est mon devoir d'apporter le peu de connaissances que j'ai ou le peu de savoir que je peux porter à la disposition des populations qui m'ont en fait éduqué, puisque j'ai fait, disons, tout le cursus, j'ai été même boursier à l'université. Donc, il faut quand même pouvoir leur
restituer ça d'une manière ou d'une autre, et je crois que c'est ce que j'essaie de faire. Mais je voudrais vous remercier. Tout particulièrement, je vous souhaite de très très bonnes vacances. J'espère que vous irez sur les îles quelque part. On l'espère aussi. Et je voudrais vous remercier et dire que oui, j'ai eu des amis la dernière fois qui m'ont vu et qui ont dit « Ah mais moi, bon, écoutez, moi je ne regarde plus l'ORTB parce que bon, c'est la propagande, c'est ceci. » Et j'ai dit « Non. » Et ça a évolué, comme Francis le dit, ça a évolué. Et aujourd'hui, je peux m'estimer heureux de pouvoir, disons, exprimer mes opinions ici et sortir et aller revenir sans problème. Et ce qui veut dire quand même qu'il y a une évolution même dans la façon de gouverner le pays. Et je ne peux que remercier le chef de l'État pour ça et remercier toute l'équipe de l'ORTB aussi qui appuie. Parce que cette ouverture peut avoir lieu, mais l'équipe peut aussi ne pas, disons, mettre à la disposition de l'Office tout ce talent que vous dégagez et que toute l'équipe dégage pour que nous puissions avoir des débats contradictoires, nourris et de la qualité de ce que nous avons ici tous les lundis. Merci donc à tout le monde et merci à vous aussi. Merci beaucoup, Dr Paul-Marie Ouessou, chef franc-parleur, comme j'ai pris l'habitude de vous appeler. 5 sur 7 matin, c'est de la réflexion dans la bonne humeur et dans la convivialité. C'est bien évidemment toutes les sensibilités qui viennent opiner. Vous avez pu le voir tout au long de cette saison sur Lundi Politique. Tout le monde a son mot à dire, bien évidemment, dans le débat politique et aucun avis par ici n'est censuré. Pour peu qu'il est porté, évidemment, avec beaucoup de galanterie, beaucoup de respect et sans, on va le dire ainsi, sans propos incendiaires. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va prendre quelques semaines et on va revenir en forme pour la saison 8. J'espère que tout le monde sur le plateau prend le pari. Et soyez rassurés, Dr Paul-Marie Ouessou, votre débat sur la démocratie, vous l'aurez, hein, la saison 8. Ça fait 8 ans que cette matinale 5 sur 7 matin-là est en train de faire son petit bonhomme de chemin. On a une pieuse pensée, bien sûr, hein, sinon on fait un gros big up à ces pionniers-là qui ont conduit cette émission-là jusqu'avant que nous ne puissions prendre le relais. On dit un sincère merci à Emmanuel Sebo, à Serge Ayaka, à Ricardo Luekpekou. On n'oublie pas Samuel Adimi, toutes ces personnes-là qui ont pris par ici avant, évidemment, que nous ne faisions notre modeste chemin. Merci beaucoup, messieurs. Encore 2 derniers rendez-vous pour le compte de ce lundi politique. Les sports de Hugues Zinsouzunon, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.